Puis Radisson a tourné le dos à la France d'abord et avant tout parce que le pouvoir colonial était absolument contrôlant, a essayé de contrôler des coureurs de bois qui étaient sur des distances inimaginables en disant: «Mais là, tu pas eu ton permis de traite, tu peux pas traiter la forêt. De quoi tu parles, toi? Je m'en vais dans le fond du bois, je déjoue les flèches iroquoises, j'ai déjoué les rapides, j'ai déjoué l'hiver, la famine, les maladies. Je reviens esti, avec un canot de Rabasca, puis tu vas me faire chier parce que j'ai pas mon permis. Fuck you, je vais aller les vendre aux Anglais», tu sais. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais le vexer en partant, mais je retourne un peu en enfance en m'offrant Biz. Bonjour Biz. Salut Rémi. Je te vexe pas? Pas du tout. C'est parce que j'écoutais du rap, puis j'écoute encore du rap, puis j'ai grandi avec Loco Locas. Donc, pour moi, c'est comme un morceau de mon enfance. Très beau compliment. Mais ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Tu vois, juste avant de m'en venir ici, je bossais sur mon 10e roman. Alors, c'est ça que je fais maintenant. Je me considère comme un écrivain à temps plein, ce qui me permet le luxe vraiment d'être en retrait pour observer ma société. C'est un luxe que l'écrivain peut avoir. Ça me permet aussi de faire des chroniques à la radio aussi au 98.5 lundi, vendredi. On me donne carte blanche pour parler de n'importe quoi. Ce qui est encore une fois un luxe et un privilège que j'apprécie énormément. Donc, principalement, c'est ça. Plus, j'ai toujours des conférences dans les écoles et tout. La semaine passée, j'étais sur la côte ouest à Victoria Oh! pour donner des ateliers de création de chansons à l'Université de Victoria et dans une école secondaire francophone. Donc, ça m'amène un peu partout, en fait. Puis ça, c'est parce que dans ma tête, une vie d'écrivain, une vie de contemplation, il y a ça en tout cas en Ouais. partie. C'est comme le contraire d'une vie de scène, une vie Vie de de rappeur, tournée. exactement. Comment tu vis avec ça? Très bien. Ouais? Parce que, tu sais, la vie de rappeur, elle va bien quand tu as 25 ans, 30 ans. C'est fatigant, tu fais de la route, tu bois, tu tripes, puis c'est super. Puis on l'a fait pour tout. Moi, là, tu sais, j'ai tripé pour 3 vies, là, vraiment. Wow. Fait que là, le bout de vie qui me reste, tu sais, là, j'ai passé 50 ans, là, j'ai 53 ans. Je suis encore au sommet de la montagne, mais sur le versant descendant, tu vois? Mais je suis encore au sommet. Alors, ça me permet d'avoir le luxe de choisir ce que je veux faire. Parce que, tu sais, je dis non. Je dis plus souvent non que oui maintenant. Alors que quand tu commences, tu dis oui à tout. Ben oui, C'est t'as pas le normal. choix, ouais. Exact. Alors ça, c'est encore une fois, c'est un luxe. Puis la scène, ça ne me manque pas du tout. Tu sais, je le transcende aussi avec le fait, mettons, de faire des conférences, c'est un peu de la scène, mais de la scène pépère, là, assis, puis plus tranquille. Puis c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une espèce de dualité de moine et chevalier. Tu sais. Le chevalier, il est au front, il se bat, il travaille, il est dans le monde, il est dans l'action. Puis le moine, lui, il est dans son alcôve, puis il copie, puis il lit, puis il réfléchit. Ça a toujours fait partie de ma vie. OK, mais attends, mais là, moi, je suis encore un petit peu à l'étape de ma vie où je fais la fête, puis je m'amuse. Est-ce que donc il arrive un moment dans la vie Mais de t'as quel quelqu'un âge, toi? j'ai 31, mais Ouais. des fois, je me dis, c'est mon rêve, en fait, d'une certaine façon, d'arriver à un moment dans ma vie et où j'ai pas de manque. Je me dis, j'ai vraiment tout fait ce qui était dans cette Ouais. catégorie-là. On peut arriver à ce stade-là? Ben, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est le but d'une vie, en fait, de te dire à un moment donné, ce que j'avais envie de faire, je le fais, puis d'être dans une vie, d'être en phase avec ton âge, en fait, tu sais. À 20 ans, si tu n'as pas envie de changer le monde à 20 ans, puis de chialer contre ce qui va mal, tu l'auras jamais, cette envie-là. Puis donc, puis à 30 ans, dans la trentaine, je pense que tu deviens au sommet. Professionnellement, c'est là que tu es au sommet. Si tu as des enfants, c'est là que si tu as avoir des enfants, c'est là que tu en as.
Puis, tu sais, chaque décennie, admettons, a son enjeu, ses particularités. Puis moi, je pense que je le souhaite à tout le monde, en fait, d'arriver à dire, bon, ben là, ma vingtaine, parce que moi, mettons, je côtoie des trentenaires. Là. Bon, OK, là, c'est fini les niaiseries à 20 ans. Là, on est sérieux à 30 ans. Mais t'es jamais sérieux à 30 ans comme tu vas l'être à 60 ans non Ben plus. non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, je te... Puis à un moment donné, tu arrives à un dosage aussi. Tu sais, tu dis, OK, là, prendre une brosse, c'est super, mais ça me prend 3 jours à m'en remettre. Fait que là, calmos Doritos, comme me dit ma fille, là, Ouais, c'est ouais. comme, prends-en, et choisis tes brosses. Tu sais, j'ai plus 3 parties par semaine. Tu sais. Ah, il faut quasiment que tu t'aménages ton calendrier. Il faut que tu t'organises. Il faut que Mais tu le dises, là, lendemain d'une brosse, je peux pas avoir un podcast, sinon ben non, ça va ben être non. désastreux. Ben non, c'est ça. Fait que tu peux pas non plus faire brosser le samedi parce que là, le dimanche, c'est ta seule journée pour te récupérer. Ouais. Le lundi, t'es Ben, pas fort. Fait qu'il faut quasiment que tu fasses ça le c'est vendredi. ça. Ben, Idéalement le jeudi, mais si t'as quelque chose le puis des vendredi. fois, les meilleures, c'est celles qu'on prévoit pas Ouais, aussi. Ça, ouais. ça, je me laisse de la place pour ça. Mais sinon, oui, comme tu dis, c'est le fun d'arriver à dire, OK, là, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Puis là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce qu'on pense tout le temps aussi que, mettons, là, j'ai 50 ans. OK, là, je suis vieux, j'ai 50 ans. Tout ça est relatif. Quand j'aurai 70 ans, je regarderai ma cinquantaine comme, hey, je n'avais-tu de l'énergie, puis j'avais pas mal aux hanches, puis tu sais, toutes sortes de détails. Tu sais. Tu chroniques à la radio. Oui. Je pose la même question à tous ceux qui font ce métier-là. C'est-à-dire beaucoup de monde. Ouais, beaucoup. Puis j'ai toujours une réponse un peu différente, mais ça va tout le temps un peu dans le même sens quand même. Est-ce que tu trouves ça difficile de donner une opinion sur commande? Y a-t-il quelque chose Oui, de contre-intuitif oui, dans l'exercice? absolument. Et c'est pour ça, moi, j'ai une chronique 2 fois semaine, lundi, vendredi. On m'a proposé de le faire à chaque jour. En me disant, ah, les gens t'aiment, ils aiment ça, comment tu penses et tout. Oui, mais justement, moi, ce que les gens aiment de moi, c'est justement le fait que j'ai du recul par rapport à. Tu peux me nommer un événement qui s'est passé dans l'actualité, Mark Miller, Plamondon, n'importe quoi. Moi, tout le monde a quelque chose à dire à chaud là-dessus. Mais tout le monde l'a déjà dit. Alors, c'est pas ça l'intérêt. Alors moi, j'ai pas puis c'est pas mon métier, je veux pas en faire un métier non plus à temps plein, d'avoir quelque chose à dire tout le temps. Puis des fois, sais-tu quoi? J'ai rien à dire. Fait que quand j'ai rien à dire, je dis rien. Heu, puis le fait que j'ai carte blanche, ben, des fois, quand j'ai rien à dire sur un sujet d'actualité, je prends un truc plus historique ou je parle d'un personnage historique. Tu sais, j'ai des banques de sujets intemporels, si on veut. Parce que, quelqu'un qui a une émission, j'ai ça, de radio, qui doit donner de l'opinion à chaque fois, il est obligé d'avoir une opinion, puis moi, des fois, j'en ai pas d'opinion. Ou alors, j'ai besoin de temps pour la constituer. Ou alors, mon opinion a déjà été partagée par 50 000 personnes parce que tout le monde l'a déjà tweeté en direct. À quoi bon, tu sais? Des fois, tu sais, moi, je dis souvent, le meilleur tweet que j'ai fait, c'est celui que j'ai pas envoyé. Mhm. Tu Ben sais? oui, je comprends. Il était bon, il plantait l'autre bien comme faut, beau jeu de mots, belle métaphore, mais c'est-tu nécessaire d'ajouter du bruit ambiant tout le temps, tu sais? Même les podcasts maintenant, qui n'a pas son podcast? Ça Heu, commence à... En fait, ça, on revient à la même phrase que mon ami m'a dite il y a quelques années. Le tatou aujourd'hui, c'est pas de tatou. ben, exactement. Ouais. Et je citerai une grande philosophe du nom de K. Kardashian qui a déjà Oui, dit: elle est bonne, elle. «On ne met pas d'autocollant sur une Ferrari». Ouais, ouais, ouais. C'est une grande penseuse, Oui, un peu sous-estimée, oui, j'ajouterais même. oui, Hey, je t'ai dit tout le bien que je pensais de Naufrage avant qu'on oui, arrive en ondes. C'est un très grand roman québécois, à mon avis, parce que il touche à plein de choses un petit peu tabous. Au Québec, le rapport à la fonction publique, par exemple. Tu touches aussi à la mort d'un enfant, mmh, mais tu rentres dans la vie d'un père qui n'est pas un mauvais père, oui, à qui arrive l'affaire la plus dramatique qui puisse arriver à quelqu'un, mmh, mais on comprend ce qui arrive, puis on est dans sa peau, puis oui. soudainement, on est de son bord s'il faut Ben, choisir c'est un ça, bord. oui, exact. Je veux qu'on parle de style, parce que tu as dit il y a quelques années, puis je pense que tu le penses encore, que tu aimes beaucoup Céline, Oui. que tu aimes beaucoup Welbeck. J'aime pas tout de Céline, ceci dit. Ouais. Les pamphlets m'intéressent absolument pas, Mhm. tant sur le fond que la forme. Mais Voyage au bout de la nuit, pour moi, c'est à peu près ce qui s'est fait de plus fort en termes de roman en langue française. Puis Welbeck, bon, t'aimes peut-être pas tout de Welbeck non plus, mais t'aimes le style, tu Oui. reconnais l'importance que ça représente dans la littérature. C'est une littérature qui est sombre, peut-on dire, de façon Oui, mais facile? mais mais oui, mais non. C'est-à-dire que, tu sais, en ce moment, je suis en train de lire Mort à crédit de Céline, puis
je lis ça dans mon lit le soir en me coucher, puis des fois, là, je ris de bon cœur à voix haute parce qu'il y a une phrase, champ gauche, il y a une façon de décrire un personnage ou quoi que ce soit qui me fait rire, moi. Houellebecq, même chose. Il y a un style sujet, verbe, complément, là, qu'on Mhm. dit blanc ou Ouais. plat, mais des fois, justement, dans cette espèce d'océan de grisâtre ou de marécage, à un moment donné, il y a une espèce de surgissement en couleur qui, moi, me fait beaucoup rire. Houellebecq, que je lisais dans le métro, me faisait rire comme Gaston Lagaffe, là. Justement parce que des fois, ces personnages sont tellement pathétiques puis déprimés qu'ils en sont drôles d'une certaine façon. Après ça, l'humour, je connais plein de gens que Houellebecq ne fait pas rire, pas du tout, puis je peux comprendre. Puis l'humour, ce qui fait rire l'un ne fait pas rire l'autre nécessairement. Mais c'est vrai que des fois, ouais, Céline particulièrement, on a les mains pleines de suie quand on a fini de le lire, tu sais. Non, mais Euh, je te parle de ça parce que je me demande des fois si on est capable de lire ça au Québec. Tu sais, je fais le tour des librairies, ouais. je vois ce qui est publié, puis je ne veux pas caricaturer parce que ça serait injuste pour l'ensemble des gens qui écrivent au Québec, mais disons que j'ai plus l'impression qu'on est dans une littérature qui célèbre des petites passions, qui célèbre. Et on peut mettre en scène, par exemple, la souffrance d'un individu, mais on n'est pas dans. On fait pas un portrait sombre de la société. On Non, se on est refuse plus, de le faire. on est beaucoup C'est plus dans, bon enfant. en ce moment, la littérature occidentale, en tout cas, est beaucoup dans l'autofiction. Le témoignage Ouais. de l'autofiction, que ce soit la littérature autochtone au Québec qui a pris un grand envol ces dernières années, la littérature des gens, des personnes immigrantes qui racontent leur récit de vie ou celle de leurs parents, ou toutes sortes de gens en général qui partent de leur nombril puis qui racontent une histoire. Puis je ne vais pas le fustiger, je le fais moi-même dans mes 2 derniers romans, L'horizon des événements et Feu l'amour. Pour moi l'autofiction est intéressante, parce que bon, tu peux partir de ton nombril, mais il faut en sortir. Il faut sortir du nombril. Sinon, moi, la grande littérature, la littérature qui m'intéresse, c'est une littérature qui est aussi capable qui est à la fois dans le microscope du psychologique et dans le télescope du social. Tu vois, avec 2 échelles. Le roman, pour moi, permet ça. L'autofiction aussi. Mais si on reste juste dans le nombril, moi, moi, ça m'intéresse moins. Mais quand on est capable, à partir de ce jeu-là, de tracer un contexte, le jeu, il est dans un contexte social, dans une année, dans une époque, dans une société. Il est en contact avec d'autres mondes et on peut tracer des grandes lignes. Il doit laisser une trace ou un témoignage de la société ou de l'époque qui chronique, si on veut. Alors moi, ça m'intéresse. Après ça, Houellebecq et Céline, d'après moi, ils sont dans l'autofiction aussi beaucoup. Tu sais, Houellebecq, la moitié de ses livres le personnage s'appelle Michel Mhm. ou il n'y a pas de nom. Céline, ben, c'est Ferdinand Bardamu dans Le Voyage. En tout cas, c'est autobiographique pratiquement, Le Voyage au bout de la nuit. Mais Mais des romans qui sont presque positivistes, là, c'est-à-dire qui posent un regard très froid, mais réaliste oui, sur la société oui, d'aujourd'hui. Bon, c'est pas la même œuvre. Là, Houellebecq, on est dans la misère de l'homme oui. occidental. Pour ce qui est de Céline, on est beaucoup plus tôt dans l'histoire. Là, on est plus proche de la Première Guerre Début, mondiale. ouais, Mais, début du mais, 20, du mais, 20e. mais tu comprends un peu le lien qu'on fait souvent entre les deux. Oui, C'est oui. un Ah regard qui. oui. Mais les deux ont choqué à Ah, la même époque complètement. aussi. À 100 ans d'intervalle, les 2 sont pratiquement la face opposée d'une même médaille, tu sais. Céline avait une obsession sur les Juifs, Houellebecq a une obsession sur les musulmans. Les 2 effectivement, ont chroniqué très sévèrement, leur société, leur époque. Céline, quand il est arrivé au début avec Le Voyage, et la gauche et la droite l'ont célébré. La gauche disant, quand il parle des colonies, il dénonce les colonies. Quand il parle des ouvriers, il prend le parti pris des ouvriers et tout ça. Et la gauche l'a largué, Céline, après qu'il ait été en URSS, parce que comme il touchait des droits d'auteur en roubles, il ne pouvait pas sortir les roubles de l'URSS, donc il est obligé d'aller en URSS pour toucher son argent. Il s'est promené là-bas et il a dit un instant, là, la gauche qui embrasse le communisme de l'URSS, vous avez rien compris. Là. Et il est revenu, il a fait un pamphlet qui était résolument anti-communiste. Et là, la gauche l'a largué parce que la gauche était résolument communiste à l'époque.
Houellebecq, un peu la même chose. Il a été éditeur invité des Inrecuptibles à un moment donné, qui est un magazine assez à gauche. La gauche le célébrait parce que, bon, il est drôle, il chronique la misère de l'homme occidental. Mais quand il a commencé à focusser un peu trop sur les musulmans, là, la gauche l'a largué, puis on le considère maintenant comme un écrivain de droite. Puis moi, Même s'il a fait amende honorable, hein, même si depuis, oui, il lui est arrivé de dire que, bon, même il regrettait certains propos. exact, exact, exact. Et moi, l'idée qu'un écrivain soit de gauche ou de droite, dans la mesure où il braque un instrument d'optique sur un corps social, heu, ce qu'il décrit, que ce soit à gauche ou à droite, on peut pas tirer sur le messager si on n'aime pas le message d'une certaine façon, tu sais? Fait que moi, ça m'intéresse pas de savoir s'il est de gauche ou de droite. Ça m'intéresse de savoir si ce qu'il décrit est pertinent, intéressant, me fait voir le monde d'une nouvelle manière. C'est ça qui m'intéresse, moi. Toi, est-ce que tu te considères bien traité par le milieu littéraire au Québec? Ben, tu sais, moi, je serais mal barré pour dire que je peux plus rien dire. J'ai tellement de tribunes, tu m'en as fait une aujourd'hui. Je refuse plein de podcasts. J'ai une chronique dans une des émissions les plus écoutées au Canada. Quand j'écris des romans, je peux le dire absolument ce que je veux. Il n'y a personne qui me dit dis pas ça, dis pas ça. Par contre, quand je viens pour adapter mes romans au cinéma, là, c'est une autre chose. Parce que OK. le cinéma, euh, puis ça, tu vois, par rapport à ce que dit Saint-Pierre Plamondon, par rapport à l'allégeance des artistes, moi, je ne l'ai pas vécu en littérature ou avec la musique. Tu sais, Libérez-nous des libéraux, ça a été subventionné par Musique Action Canada. Donc, je pense qu'en musique ou en littérature, les artistes sont plus libres. Par contre, au niveau du cinéma, parce que le financement est 100% public, à la fois, il vient à la fois de Québec avec la SODEC et Téléfilm Canada, il y a beaucoup plus de contrôle sur le message. Moi, par exemple, on m'a déjà dit que j'ai voulu adapter un de mes romans qui s'appelle Mort-Terrain, qui se passe en Abitibi. Il y a une productrice qui m'a déjà dit que c'était trop misogyne pour être à l'écran. Moi, ben, premièrement, je réfute l'accusation, je ne trouve pas ça. Puis deuxièmement, même si c'était vrai, si ça correspond à une partie, tu sais, un portrait en région où les rapports hommes-femmes sont différents de ceux sur le plateau Mont-Royal, où oui, les gars donnent une claque ses fesses à la serveuse du bar du village, mais la serveuse donne une claque d'en face au gars. Tu sais, c'est comme ça qu'on équilibre les rapports. Euh, ben, en tout cas, pour le cinéma, moi j'ai été échaudé et dégoûté. J'ai adapté un de mes romans qui s'appelle La chute de Sparte au cinéma. Ouais. J'ai fait plusieurs tentatives de scénario d'adaptation de Les Abysses, qui est un roman, un polar nord-côtier que je verrais très bien sur Netflix, et Mort-Terrain, qui est aussi un thriller minier avec un peu de fantastique, qui pourrait très bien aller sur Netflix aussi, dans la lignée des espèces de polars scandinaves qu'on nous sert beaucoup sur Netflix. Mais j'ai jamais été capable de financer cette adaptation-là. Après ça, bon, on a beau jeu de dire, ah, c'est parce que je ne corresponds pas à certains critères de diversité ou tout ça. J'ai 50 ans, je suis caucasien, non Mais t'as pas de déclaré. bédaine, par contre. Parce qu'on dit souvent que c'est l'homme blanc bedonnant, là. Ouais, ben pas encore, ou en tout cas, peut-être ça s'en vient. Mais sinon, c'est toujours difficile. Puis celui qui est censuré, évidemment, il se fait dire t'es pas censuré, t'es pas bon. Ton scénario n'a pas passé la rampe du financement. Ce qui est possible aussi. Mais moi, j'ai arrêté de me battre puis de travailler pour rien pour la télé. Je préfère faire des romans. Parce qu'en roman, moi, si je veux mettre des misogynes dans mes romans, je vais en mettre. Puis ça ne sera pas pour glorifier la misogynie. Ça Non. va être pour dire ben, donner, si je veux parler de misogynie ou même de racisme, dans Mort-Terrain, il y a un personnage qui est ouvertement raciste envers les Premières Nations. Ce personnage-là, il est nécessaire pour faire comprendre c'est quoi la dynamique du racisme. Tu sais. Ça ne veut pas dire que si tu mets un extrait d'un dialogue que le personnage dit, évidemment, ah, Biz est raciste, il n'aime pas les Premières Nations. C'est pas ça du tout. Pour moi, la littérature, c'est encore l'art qui permet le plus de nuances. Parce que je peux faire un livre de 300, de 400 pages. Si on m'en est, on me dit ah, mais ça manque de nuances ton affaire. Parfait, je vais rajouter 100 pages. Essaye de rajouter 30 minutes à un film financé par la SODEC, bonne chance. Tu sais. Mais la minute coûte plus cher Exact, que la que la page. page. Mais c'est un grand Exactement. drame, là, ce que tu es en train de décrire, parce que, bon, premièrement, moi, je vais peut-être aller un peu plus loin que toi. Si on te l'a dit qu'il y avait un de tes personnages qui était misogyne, ça n'a pas rapport avec le fait que je suis peut-être pas bon, c'est pour ça que j'ai pas de financement, là. Tu sais, cette fois-ci, on t'a donné une explication. Ouais. Mais c'était On une t- productrice qui, elle finance pas. Elle dit j'ai pas envie de travailler ce film-là oh, parce que je trouve que c'est trop misogyne. Bien correct. ça lui appartient. Mais là, on manque la cible à ce moment-là, parce que l'art est censé
l'art a une responsabilité sociale. L'art, c'est pas au service d'une idéologie, c'est Non, au service d'un portrait. Et un portrait, c'est beau, puis c'est lettre, un portrait. ça peut. Puis moi, tu sais, tu dis l'art a une responsabilité. Moi, je pense que l'art n'a aucune responsabilité. Moi, je pense que les artistes ne doivent être redevables envers personne, ni un gouvernement, ni un mécène, ni même un public. Un artiste, la seule, à mon avis, allégeance qu'il doit avoir, c'est envers son art à lui, sa conscience à lui, puis sa démarche artistique. Après ça, il propose quelque chose. Puis d'ailleurs, quand on est en marketing, là, bon, généralement, le marketing en mode capitaliste, c'est tu identifies un besoin, puis tu combles un besoin par ce produit-là. Donc, tu es en marketing orienté sur le client. Alors qu'en art, c'est complètement l'inverse. C'est un produit qui arrive et tu dois diriger le public vers ce produit-là. Donc, a priori, il ne répond à aucun besoin, l'œuvre d'art, si ce n'est le besoin de création de l'artiste lui-même. Alors, après ça, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par une responsabilité, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot, mais l'art a une fonction. C'est-à-dire, l'art a une utilité et c'est pas évanescent, l'art, là. L'art, ça n'arrive pas de même. L'art, ça part parfois d'une volonté de dénoncer quelque chose. Ça part parfois d'une volonté de dire quelque chose qui n'est pas dit, mais que tout le monde sait. Ouais. Les tabous, par exemple. Tu sais. Oui, puis l'artiste qui fait une œuvre, qui écrit un roman, il est dans un contexte, c'est la sociocritique, là, c'est-à-dire que moi, mon roman, il a été écrit en telle année, je suis un Québécois, j'ai un point de vue unique au monde, parce que je suis ce que je suis en termes idiosyncrasiques, c'est-à-dire mon identité propre. Après ça, qu'est-ce que tu peux, c'est pour ça, moi, que je reviens toujours à l'importance de la littérature. C'est que pour moi, en ce moment, c'est la forme d'art la plus libre. Puis même encore là, moi, il y a des trucs, quand j'écris des trucs, tu sais, que j'efface, en fait, parce que je me dis, ah, ça, je vais me faire ramasser, ça, je vais me faire. Puis tu sais quoi, ça me tente plus de me faire ramasser. Tu sais, un joueur de hockey, là, Gallagher, là, il a beaucoup de cœur, puis il va encore en avant du but, puis il se retrouve toujours les fesses à terre, mais à un moment donné, tu as moins le goût d'aller dans le slot. Tu as moins le goût d'aller où est-ce que ça barbe pour vrai. Ça se Ouais. peut que tu restes un peu plus en périphérie. Non, je comprends. Puis il faut respecter ça. Ouais. Mais après, moi, la périphérie me permet justement une espèce de surplomb ou en tout cas de distance par rapport à la société que j'essaie d'observer ou d'analyser. C'est une périphérie active. Oui, T'as pas je ne suis renoncé. pas dans les estrades, je suis encore sur la glace, tu comprends? Ouais. Puis si je renonce à un moment donné, ce qui est tout à fait possible, ben, ça me ferait une belle retraite, puis j'irai lire au chalet, là. Hey, tu m'en voudras pas. J'espère. Dernière Saint-Jean-Baptiste, j'étais au Parc Maisonneuve, dans le VIP. Tu y étais toi aussi. Puis à un moment donné, je t'ai vu, puis tu avais des lunettes de soleil, puis tu regardais le show, c'était la Serge Fiori, je venais de mourir. Exact. Puis tu parlais avec quelqu'un, je me rappelle plus c'est qui. Puis la personne elle s'est retournée pour regarder l'ampleur de la foule qui commençait à s'amasser là, dans le parc. Puis elle disait, waouh, il y a du monde, il y a du monde. Et toi, tu as répondu, écoute, nous, on l'a déjà fait, Loco Locas, un show ici au parc, puis il y avait du monde encore bien plus loin par en arrière. Puis, bon, la raison pour laquelle j'ai dit tu m'en voudras pas, c'est que j'ai quand même volé ce petit moment qui appartenait peut-être pas à tout le monde, mais j'ai eu l'impression que il y avait comme une nostalgie peut-être, pas juste une nostalgie, mais aussi peut-être un regard pas déçu, c'est peut-être un peu trop sévère, mais tu te rappelais d'un temps pas si lointain. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, bravo. Mais tu sais, tu te rappelles d'un temps où peut-être il y avait encore plus de monde à Saint-Jean, c'est ça? Ouais, mais tu sais, la nostalgie, moi, c'est un sentiment que je cultive dans mon salon tout seul, tu sais. Moi, à partir du moment où tu es en mode c'était donc bien mieux dans le bon vieux Gaétan, tu deviens vieux toi-même et de moins en moins pertinent dans l'espace public. Puis ce que j'ai dit, évaluer des foules, c'est toujours très compliqué, hein, d'ailleurs. On s'en rappelle durant le printemps érable. Exact. Puis on s'en rappelle devant toutes les manifs de syndicats ou même des shows qui ont lieu. C'est tout le temps la plus grosse foule de l'histoire. Mais maintenant, à un moment donné, on avait fait un spectacle en 2005 avec les Cowboys fringants au Parc Maisonneuve. On avait vendu 25 000 billets dans un enclos. Puis il y avait des photos. Puis là, on disait, ça, c'est 25 000 personnes. Puis ça avait l'air d'une foule de 100 000 qu'on nous présentait souvent parce qu'on exagère les chiffres.
Mais ceci dit, si tu veux parler de cette Saint-Jean-là, particulièrement avec le discours d'Antoine Bertrand, j'ai beaucoup aimé cette Saint-Jean-là. Je trouve qu'elle s'est repolitisée. Peut-être parce Ouais. que Serge Fiori venait de mourir. Peut-être parce que les jeunes, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus souverainistes. Puis j'ai vu dans la foule plusieurs jeunes avec des drapeaux, des chandails du Québec et tout ce qui est le propre d'une fête nationale. Tous les pays ont leur fête nationale où les gens sont bariolés aux couleurs nationales. Puis c'est bien normal, puis c'est bien correct. Mais je pense que je faisais référence à une Saint-Jean qui était celle de 2001, où à l'époque, où il y avait 200 000 personnes au Parc Maisonneuve ou 150 000. Là, je pense qu'on est moins un peu en termes de foule. Mais qu'on dise ce qu'on veut de la Saint-Jean, à chaque année, c'est l'événement qui... puis c'est simultané partout au Québec, là. Il n'y a jamais autant de gens qui regardent un spectacle dans l'année au Québec que le 23 et 24 juin. C'est le moment de l'année qui fait en sorte que les gens vont voir un spectacle le plus. C'est pas un show de Metallica au Colisée à Québec au Non. mois de février. Encore moins la Fête du Canada. Il n'y a pas d'équivalent. Donc, bon an, mal an, c'est quand même une occasion qui fait que les gens ont envie d'aller voir des spectacles. Après ça, il y en avait-tu plus avant? Il y en avait-tu plus à montagne en 1970? Tu sais, je veux dire, chaque époque a ses, Oui, puis ça, je pense que ses c'est un. courants, là. Les foules accompagnent les mouvements, puis les Exact. mouvements viennent des fois d'en bas, viennent des fois aussi d'en haut, Exact. partant d'en haut. Tu sais, il y a ça aussi. J'imagine qu'à la prochaine Saint-Jean, on va encore avoir plus de monde. Ben, Puis on on le l'a noté, souhaite. c'était très politisé cette année, Oui. effectivement. Puis politisé, pas dans le sens bébé lala, parti politique, tu comprends? Politisé dans le sens de fête populaire du peuple par le peuple qui prend son identité, son destin, son histoire à bras-le-corps, qui en est fier, qui l'expose sans en avoir honte, avec un sentiment de bras ouverts puis d'ouverture aussi. Tu vois, le discours d'Antoine qui intégrait des paroles de chansons, il faisait la place au créole avec Mosaïen, il faisait la place aux Premières Nations avec des paroles en langue autochtone. J'ai trouvé ça, je veux dire, c'était tout à fait à propos. Puis lui, là, moi, au moment où il a présenté son discours, j'étais en coulisses, donc il était à peu près à 20 pieds de moi. Je regardais la foule. J'avais l'impression de voir le président de la République du Québec qui fait un discours à la nation. Il était présidentiel à ce Oui, c'est moment-là, vrai. Antoine. Puis, à un moment donné, n'importe quel rêve ou n'importe quelle réalité commence par une vision. Tu sais, il faut l'avoir en tête, la vision, avant qu'elle existe puis qu'elle s'incarne. Là, j'ai comme eu, hey, ça pourrait ressembler à ça, une Saint-Jean de l'an 1 d'un Québec souverain avec un président qui parle au monde. Ouais. Comment t'es devenu amoureux de l'histoire du Québec? Ça part d'où, ça? Je veux la scène, là, si t'es capable de la Ben, décrire. je pense pas que ça existe. Tu sais, c'est pas une épiphanie. Je me promenais dans la rue, j'ai reçu une roche sur la tête, puis là, tout d'un coup, d'Iberville m'intéresse. Tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Tu sais, mes parents, c'est 2 profs de cégep. Il y a toujours eu beaucoup de livres dans la maison, mais mon père, c'est un prof de poésie, de littérature, donc il y avait des livres de poésie, beaucoup, de littérature aussi. C'était Louis Fréchette? Non, c'est ça. Louis Fréchette, c'était le petit cousin de mon arrière-grand-père. Mais OK. mon père, c'était Jean-Yves Fréchette. Puis mon gars s'appelle Louis en l'honneur de Louis Ah. Fréchette. Mais il ne lit pas. Qui a Alors, écrit l'histoire du Québec est un écrin de perles ignorées. Louis exact. Fréchette. Lui, il avait des grands poèmes épiques sur les plaines d'Abraham et tout. C'est probablement le premier écrivain national du Québec, là, donc milieu du 19e siècle environ, avec l'Institut canadien. Puis, tu sais, il a fait des contes populaires avec Joe Violon. Ouais. Il a fait du théâtre. Il était allé à Chicago. D'ailleurs, à Chicago, il y avait à l'époque, il y avait une grosse communauté canadienne-française. Il y avait une branche de la Société Saint-Jean-Baptiste à Chicago, du théâtre en français. Et il a été coloc avec Louis Riel, Louis Fréchette, parce que Louis Riel est venu étudier à Montréal pour devenir avocat. Puis devenir prêtre aussi. Puis à un moment donné, il s'ennuyait des plaines, fait qu'il est retourné dans l'Ouest en passant par Chicago. Puis Fréchette était là, puis c'est là qu'il a écrit La Voix d'un exilé. Et ils se sont rencontrés, puis ils ont été colocs l'espace d'un instant. Donc, c'est quand même incroyable de voir que les Métis de l'Ouest et les Canadiens français de la vallée du Saint-Laurent se sont rencontrés dans les Grands Lacs. Tu sais, ça, c'était l'époque où on avait un continent oui. à nous autres. Tu sais. Donc, d'où c'est venu? Ben, de 2 parents, donc d'abord, qui sont Ben, des lecteurs. Ta mère était prof de quoi? Ma mère était prof en technique de garde, donc l'éducation, les enfants, les garderies, tout ça.
Ma mère, elle était la ministre de la Culture chez nous. C'est-à-dire qu'elle nous payait, moi et mon frère, tous les billets de spectacle qu'on voulait aller voir. T'imagines Wow. le luxe pour un ado. Fait que moi, j'allais voir Maiden, Metallica au Colisée, c'était payé par ma mère. Mais avec disons, les subventions ministérielles, des fois, il y avait des décrets ministériels aussi. J'étais obligé d'aller voir des spectacles. Fait qu'à un moment donné, elle m'a envoyé voir une pièce de théâtre au Périscope qui durait 6 heures Oh, avec mon mon Dieu. frère. La trilogie des dragons de Robert Lepage, OK? Là, j'étais là, moi, tu me niaises-tu 6 heures, avec mon chandail de Metallica, là, 6 heures de temps au théâtre, tu me niaises. Là. Non, non, vas-y, c'est bon. J'y vais. Moi et mon frère, il y avait 2 ou 3 entractes. On courait s'acheter des chips, on mangeait nos chips, puis on revenait pour rien manquer tellement c'était fabuleux. Là. C'est à ce jour la plus grande pièce que j'ai vue de ma vie, puis je l'ai vue genre à 16 ans. Wow. Et après ça, tu dis, que peut faire le théâtre contre ça? Tu sais, ça va être dur de topper ça. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit aussi, il y a un monsieur avec des lunettes qui joue du piano au Petit Champlain, obligation d'aller le voir. J'avais 16, 17 ans. Je dis, ah, ça me tente pas. Personne de mes amis ne voulait pas aller voir ça. J'arrive au Petit Champlain. Richard Desjardins, tu m'aimes-tu? Et là, ouch, commotion. Commotion, je dirais un coup de bûche d'en face. Tous les niveaux de langage qu'il utilise. On peut parler d'amour avec la mythologie grecque, un langage minier de l'Abitibi, des sacs, des anglicismes. Tout se peut avec Richard Desjardins. De l'humour, de la dénonciation. Les Yankees, qui est, à mon avis, la plus grande toune engagée que tu feras jamais. Euh, Jenny, qui est peut-être la plus belle chanson d'amour. Tu sais, je veux dire, le gars, il touche à tout ce qui touche, ça devient une pépite d'or. Tu sais, peu importe le genre. Alors là, ça m'a beaucoup marqué. Probablement une influence aussi par rapport au rap. Pa- Par rapport à la licence d'utiliser un maximum de niveaux de langage. Après ça, l'histoire en tant que telle, ben, je me souviens, au cours d'histoire de secondaire 4, j'avais eu dans l'examen du ministère 99 sur 100. Moi puis une autre fille au Québec, on avait eu la meilleure note. Fait que là, Wow. ma prof elle était bien contente. Mais tu sais, pourquoi j'étais bon en histoire? Ben, premièrement, je pense que j'ai une bonne mémoire. Je suis curieux. Puis, je sais pas, ça m'intéressait de savoir qui suis-je, où vais-je, où vis-je, d'où viens-je, à quoi cours-je et pourquoi sers-je, là, tu sais, les grandes questions. Est-ce Je que tu as les... grandi à une époque où c'était plus accessible parce qu'on n'a pas le même âge? Puis moi, il a fallu que j'aille le chercher, là. Ouais, mais moi aussi, tu sais, je te parle de mon cours d'histoire du secondaire 4. Personne n'a été marqué par ce cours-là plus qu'il faut. Mais moi, ça m'a. Je sais pas. Mais c'est pas tant au secondaire. Moi, c'est plus peut-être au cégep ou même à l'université ou en écrivant, en fait, avec Locolocas. C'est là que peut-être que j'ai eu envie d'approfondir. Mais moi, je dis tout le temps, à partir du moment où tu sais lire, donc première année du primaire, tu peux t'intéresser à l'histoire du Québec. Serge Bouchard, pour moi, a été un grand passeur d'histoire parce que ses capsules disponibles sur le site de Radio-Canada sont tellement palpitantes sur les remarquables oubliés parce qu'encore là, il fait le portrait d'une personne, mais il l'inscrit toujours dans une époque. Mais tu sais, je ne saurais pas dire d'où exactement ça vient. Sauf que l'histoire, c'est l'histoire du Québec qui m'intéresse en général, mais en particulier l'époque de la Nouvelle-France avec Ouais. les coureurs des bois, ça m'intéresse beaucoup. Justement parce qu'on sort de la vallée du Saint-Laurent. Tu sais, c'est comme là, à cette époque-là, on est des Canadiens français, puis on parcourt ce continent-là, là, d'est en ouest, de la baie du Son avec d'Iberville jusqu'aux Antilles des Appalaches jusqu'à la côte ouest. À un moment donné, il y a le premier maire de Los Angeles, il s'appelle Prudent Beaudry. Son frère Beaudry est maire à Montréal. Fait que là, tu as un Beaudry coast to coast qui mène la game. Tu sais. C'est quand même incroyable. C'est Là. incroyable. Mais tu sais, la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que on va en parler de la Nouvelle-France. C'est un. Puis on va rappeler la phrase de Fréchette, l'histoire du Québec est un écrin de perles ignorées. Ça veut dire qu'il y a des perles, puis on ne sait pas qu'on en a. Tu sais, Ouais. c'est comme quand grand-maman s'en va, puis que tu vides la maison, puis tu te rends compte qu'il Un coffre à bijoux y a un coffre à incroyable. bijoux, puis tu peux vendre ça, puis c'est des milliers d'euros. Tu peux les garder, Oui. les protéger, mais il faut que tu les montres à tes enfants. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on ne nous l'a pas montré, cette histoire-là. Puis c'est une histoire, prenons d'Iberville, c'est une histoire de gagnant. Ben, c'est ça. Ce qu'on apprend dans l'histoire du Québec en général, c'est une histoire de perdants sympathiques. Tu sais. La conquête, Montcalm y a perdu, on est conquis, bon, on parle les Anglais. Après ça, tu as les patriotes qui se révoltent, les 92 résolutions, fin de non-recevoir. Et là, on dit, il n'y a plus rien à faire. Papineau, qui est plus tranquille, lui, c'est pas le temps de se battre. Puis tu as Wilfred Nelson. Wilfred Nelson, qui est un personnage extraordinaire.
il est né à Montréal d'une famille britannique. Et dans sa famille, je pense que c'est son oncle ou son grand-oncle, c'est l'amiral Nelson qui a donné une volée à Napoléon à bataille de Trafalgar. Tu sais. Fait que lui, il fait partie d'une famille de Britanniques conquérants. Et il est né à Montréal, il va devenir médecin dans une grande famille et il prend le parti des Canadiens français parce que lors de la guerre de 1812, il est médecin dans un détachement canadien-français. Et là, il apprend, il comprend la domination socio-économique, l'aliénation, la conquête. Il la voit, il la comprend. Et en revenant, il marie une fille à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, canadienne-française. Ses enfants sont baptisés catholiques, ce qui est une hérésie à l'époque. Et lui, il tourne le dos non seulement à sa famille, mais à son peuple au Ouais, puis c'est complet. grave à l'époque, là. C'est très grave, notamment par la religion, mais par la langue aussi. Il devient lui-même patriote, un chef patriote. Il dit, après le discours de Papineau dans l'Assemblée des Six Comtés, il dit, moi, je diffère d'avis de M. Papineau. Je crois que le temps est venu de fondre nos cuillères pour en faire des balles. C'est raide en maudit, là. Ça suffit, là, le placotage. Ils ne nous écouteront pas, les Anglais. Ils ne nous donneront pas ce qu'on veut. Le gouvernement responsable, ils ne nous le donneront pas. Alors, on n'a pas le choix de le prendre par les armes. Et c'est quelqu'un qui se retourne contre son peuple. Wilfred, on l'appelait le loup rouge à cause de ça, le Wolf Red. Et il est à la bataille de Saint-Charles, qui est une des seules que les patriotes ont gagné. Après ça, comme médecin, il soigne les gens. Après, il est devenu maire de Montréal après pendant 2 ans. Ça, je ne savais pas. Et il a procédé à la première opération sous anesthésie générale au Canada. Wow! Ça, je ne savais pas ça non plus. Là, moi, je te parle de ça parce que je l'ai appris en écrivant le livre Nos géantes, nos géants, qui est sur des personnages historiques avec Claude La Rochelle. Puis la Fondation Lionel Groulx nous a abreuvés de dossiers de recherche. Puis moi, j'ai écrit le texte sur Nelson. Donc là, j'ai une connaissance un peu plus approfondie de ce personnage-là. Ben, tu t'en rappelles? Ben, je m'en rappelle. La mémoire? Parce que je suis curieux, parce que j'ai une mémoire, puis parce que ça m'intéresse. Enfin, on se rappelle des choses qui nous intéressent. Des fois, on se rappelle des statistiques de Wayne Gretzky, puis on ne se rappelle pas de notre cours d'histoire. Pourquoi? Ben parce que le hockey, ça nous intéresse plus que... Mais par contre, il y a une façon de montrer l'histoire, ou de parler de l'histoire, je pense, qui peut être plus intéressante que nous parler du régime seigneurial puis du trafic des fourrures. Moi, je pense qu'en partant, en entrant dans l'histoire par les personnages, par des personnes. Quand je vais dans une école secondaire, je leur parle de Pierre-Esprit Radisson, qui est un type qui a un destin absolument rocambolesque. OK? Le gars de la station de métro, là. Oui, celui-là même. Et le gars du village. Radisson, dans la baie James, c'est le village francophone le plus au nord dans le monde. C'est le village nordique francophone par excellence. Lui, il est à Paris, disons, au milieu du 17e siècle. Donc, c'est la plus grande ville au monde. C'est la ville lumière. Et sa mère est un peu tannée de lui. Elle ne sait pas trop quoi faire de lui. Il a 16 ans. Elle l'envoie chez sa tante à Trois-Rivières. Mais Trois-Rivières, en 1640, c'est 20 personnes dans une palissade qui ont peur des Iroquois puis qui se font assiéger par les Iroquois. Fait que lui, il arrive là. Il faut s'imaginer, là, tu pars de Paris, tu prends le bateau, ça dure 1 mois et demi quand tu es chanceux. Tu ne sais pas du tout où tu vas t'en aller. Tu arrives, il y a de la forêt partout. Ça, on ne peut pas imaginer ça quand les gens arrivent en Nouvelle-France. Il n'y a pas de champs, il n'y a pas de route, il n'y a que de la forêt, des lacs et des rivières, puis le fleuve Saint-Laurent. C'est tout. Donc, tout ça communique, les réseaux hydrographiques. Tu ne peux pas faire l'histoire de l'Amérique puis du Québec sans t'attarder au cours d'eau. Puis le cours d'eau étant le cœur de l'Amérique, c'est les Grands Lacs qui pompent partout. Donc, les Grands Lacs, à travers le Saint-Laurent, ça te mène vers l'Est, donc vers la France, vers l'Europe. Après ça, au bout du lac supérieur, tu as le Mississippi qui prend sa source. Ça, quand tu descends ça, tu arrives directement dans le golfe du Mexique. Rendu à Saint-Louis, tu as le fleuve Missouri, qui, lui, s'en va vers l'ouest. Ben, en fait, il coule vers l'est, mais il s'en va vers l'ouest à partir du Mississippi. Puis là, tu arrives dans les Rocheuses. Puis au bout du lac supérieur, par la rivière Winnipeg, tout ça, le Grand Lac des Esclaves, tu as accès au nord. Donc, tu as accès à tout le continent à partir des Grands Lacs. Donc, il faut le voir comme vraiment un cœur qui irrigue littéralement toute l'Amérique. Et tout ça, ces réseaux-là, sont connus, occupés, des fois même bloqués, littéralement avec des postes de douane par les Premières Nations. L'île aux Allumettes, dans l'Outaouais, c'est Tessouat-le-Bong qui est là, puis qui, lui, a un poste de douane. Tout ce qui passe là, il faut que tu donnes les fourrures, tout ça, le matériel. En montant, tu montes des chaudrons. En redescendant des fourrures, tu dois payer un tribut à Tessouat-le-Bong, qui fait que les Anishinabés sont une nation très, très puissante à cause qu'ils contrôlent le poste de douane. Donc, lui, Radisson, il arrive dans cet univers-là. Il a 16 ans.
il tripe sa vie parce qu'il peut aller chasser. Parce qu'à l'époque, là, la chasse en France, c'est réservé aux nobles. Donc, imagine, les paysans crèvent de faim, il y a de la forêt partout, ils ne peuvent pas aller chasser parce que c'est les terres du Seigneur. C'est la chasse à court, là, tu sais, avec les chiens et les corps de chasse. Tu arrives ici, tu vas dans le bois, tu peux chasser ce que tu veux. Là. La forêt est à tout le monde. Et lui, il sort se promener, chasser avec ses amis au lac Saint-Pierre à Trois-Rivières. Il se fait attaquer par les Iroquois. Ses 2 amis meurent. Lui, il est capturé. Puis il est rembarqué dans un canot via le Richelieu, tout ça, vers les Grands Lacs. Puis là, il s'en retourne vers les Grands Lacs. Entre-temps, il se fait mettre à l'épreuve par les guerriers Iroquois, torturé, il se bat, puis il est tough. Puis lui, puis quand tu es tough chez les nations, tu es un guerrier potentiel, tu gagnes le respect. Puis il rentre dans le village, puis il y a une espèce de haie de déshonneur, on pourrait appeler ça, où il se fait battre, donner des coups avant de rentrer dans le village, par les enfants, les femmes, des coups de bâton, des coups de poing. Puis il doit passer à travers ça. Il se fait torturer. Il est très stoïque par rapport à la torture et donc il se finit par se faire adopter par le chef du village en question. Il sort avec la fille du chef. Il s'habille comme eux autres, il apprend la langue, il va guerroyer avec eux autres. Là, à un moment donné, il est tanné, il sort de là, donc il s'évade, entre guillemets, puis il rejoint la vallée du Saint-Laurent. Et là, il y a une expertise sur les nations des Grands Lacs, les langues et tout, commerce de fourrures dans les Grands Lacs. Il ramène des fourrures à Trois-Rivières, des Rabasca, plein de fourrures, il y en a pour des millions de dollars, mais comme il n'y avait pas de permis de traite, il se fait confisquer ses fourrures, donner une amende, puis dégrosailler son beau-frère, se mettre en prison. Puis là, il dit « Hey, les Français, allez chier. Vous ne voulez pas que je commerce, vous ne voulez pas m'honorer en tant que commerçant, comme d'affaires, puis tout ça. Allez chier, moi, je mets mon expertise au service des Anglais. » Et dans les livres d'histoire, on ne parle jamais de Radisson parce que l'histoire est écrite par des curés nationalistes qui disent que Radisson est un traître à la nation parce qu'il est passé aux Anglais. Et il va même se battre contre d'Iberville. D'Iberville, dans la vallée dans la baie du Son, va vouloir le chasser de là. Donc, il change d'allégeance 2 ou 3 fois. Et il finit à Londres, miséreux, à écrire ses mémoires dans une petite mansarde en anglais. C'est ça qui est fascinant. Et il a cofondé la compagnie de la baie du Son. Ça a été un des premiers actionnaires de la baie du Son, la plus vieille compagnie d'Amérique qui a récemment fermé. Fait que, tu sais, cette histoire-là, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est un de personnage. un gars. Ouais. Mais tu arrives dans une école secondaire, tu dis, ce gars-là, il avait votre âge quand il a fait ça. 16 ans, c'est quand même incroyable. Les filles du roi, il avait 16 ans quand ils ont pris le bateau. Tu dis ça aux filles, là, maintenant. C'est comme, hey, tout ce qui leur est arrivé. Donc, à partir de Radisson, un bonhomme, tu parles d'hydrographie, tu parles de géographie, tu parles des Premières Nations, tu parles de commerce, tu parles de technologie de l'époque, tu parles des grandes guerres anglais-français. Tu parles de tout via une personne. Tu l'incarnes et là, ça devient palpitant. Pas, je vais vous dire des dates, nanana, une ligne du temps. Ça n'intéresse pas les jeunes. Puis à un moment donné, tu dis, hey, Radisson, ouais, il s'est battu contre d'Iberville. Ça, c'est à peu près dans la même année. C'est à peu près de. Là, il y avait les Iroquois. Les guerres Iroquois, c'était quand le massacre de la Chine? Ah, ben ça, c'est fin milieu du 17e siècle. Maintenant. Puis là, tu fais les liens avec la ligne du temps, mais à travers des personnages. Tu dis, ah, Jeanne Mance, c'était contemporaine du gouverneur Montmagny, mettons. Puis là, tu fais des liens avec ça. Par des personnages incarnés avec des destins, des caractères. D'Iberville, par exemple, qui avait un caractère guerrier, voire un peu crosseur, ben, t'en parles, puis tu peux arriver à l'histoire au complet à partir de ça. Moi, je trouve que c'est ça. On a, comme tu dis, Louis Fréchette, des perles qui sont les personnes avec des destins rocambolesques, tous plus incroyables les uns que les autres. Mais c'est une erreur qui a été commise dans un ministère, à un moment donné, de dire aux profs d'histoire, puis on était bien intentionnés, je le présume, on passera plus par les personnages Ouais. parce que passer par les personnages, ça veut dire choisir les bons personnages, ça veut dire c'est potentiel controverse. Oui. Donc, on va parler. Ben, c'est l'histoire des annales, là, aussi, là, en Oui. historiographie. On raconte l'histoire du peuple par en dessous. Mais le problème, c'est que quand tu nommes personne, tu t'accroches à personne. C'est pas incarné. Tu peux pas t'accrocher. Puis moi, les gens, puis moi, je pense souvent aux immigrants. Tu sais, Oui. les gens qui arrivent ici, puis il faut leur enseigner une histoire. Ben oui. Puis la bonne aussi. Puis tu sais, il y a plusieurs façons Ben, de la la raconter. bonne, Ben, c'est-à-dire que ça la dépend bonne, de ton point de vue. ça dépend du point de vue. C'est pour ça que j'allais dire, tu sais, Quand il y tu a vois, plusieurs quand façons. quand les Autochtones voient arriver les bateaux de Jacques Cartier puis de Champlain, de leur point de vue à eux, c'est pas la même histoire que notre point de vue à nous. tu C'est sais. évident, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que tu peux pas manquer ton coup. Si tu manques ton coup avec des générations Tu vas les d'immigrants, dégoûter. ben, en fait, tu vas surtout rien leur transmettre. Ouais. Tu sais, ils vont sortir de l'école, puis 99% des gens, ils ont des cours d'histoire au secondaire, puis c'est terminé Puis après. ils là. vont dire, c'est plate.
l'histoire, c'est plate. Ouais. Alors que c'est tout sauf plate. Ben non, C'est carrément. palpitant. Il y a une panoplie de Tu sais, personnages puis nous, on est fascinants. chanceux parce que même par rapport au Canada, puis même aux Américains, on a tellement de personnages avec des destins incroyables qui croisent les Métis dans l'Ouest, les Premières Nations, parce que la colonisation des Français est différente de celle des Américains et des Espagnols. Il y a une volonté de métissage de la part de Champlain qui dit dans un discours à ses alliés des Premières Nations, « Nos fils marieront vos filles et nous formerons un nouveau peuple. » Mhm. Ce nouveau peuple-là, il l'espérait dans la vallée du Saint-Laurent, mais il s'est incarné avec les Métis de l'Ouest, avec Louis Riel. Mais à partir de ces personnages-là, tu couvres un maximum de territoire. Tu couvres le continent américain, nord-américain au complet. Mais ça ouvre la porte à une réflexion que je veux absolument entamer avec toi, là. Champlain, par exemple, si on n'y avait pas eu la biographie de Fisher, Oui, on ne saurait pas cette chose-là, ou en tout cas, ça oui. serait vraiment moins Mais répandu. tu as raison. Moi, ça, ces livres-là, ça a été un épiphanique. Là. Ça a été David un Hackett moment. Fisher a écrit c'est un Américain qui a Oui, écrit la biographie de Champlain. C'est une brique, là. oui. Mais si tu passes pas par ça, tu comprends pas que Champlain, c'était un personnage qui était. C'est une personne qui était pour le métissage, qui était ouvert, qui était un allié des montagnais. Pourquoi c'est les autres qui nous racontent ça? Pourquoi? Est-ce qu'on a un complexe par rapport au fait qu'il y a des personnages? Je sais que tu es un spécialiste d'Iberville, on peut même dire ça. Euh, Pourquoi? Est-ce qu'on a un complexe face aux personnages qui sont plus grands que nature et qui sont des gagnants? Ouais. Ben, tu vois, Champlain, c'est ça. Mais Champlain, on a entendu un peu plus parler parce que d'un point de vue historique, il est fréquentable parce que c'est un bon catholique. Puis encore, hein, on ne sait pas trop s'il était huguenot au début, mais en tout cas, il est devenu. C'est-tu le fils du roi? On ne sait pas. C'est ça, avec Henri IV. Il y en a qui soupçonnent que ça peut être le bâtard d'Henri IV. En tout cas, c'était le protégé d'Henri IV, certainement. Mais Champlain, il est fréquentable aux yeux des curés nationalistes qui racontent l'histoire, disons, à partir du 18e siècle. Mais plus fréquentable que d'Iberville, Radisson, Dollard des Ormeaux, qui eux autres ont un côté un peu bandit, tu sais. Mais bandit, à l'époque, ça veut dire débrouillard, ça veut dire homme d'affaires. Tu sais, quand on dit Radisson est un traître, est-ce que, par exemple, les commerçants québécois de la Beauce qui vendent des remorques aux Chinois plutôt qu'aux États-Unis à cause des tarifs sont des traîtres à la nation, tu comprends? Le commerce, en matière, quand il se mondialise, tu vas au plus offrant, puis Radisson a tourné le dos à la France d'abord et avant tout parce que le pouvoir colonial était absolument contrôlant, a essayé de contrôler des coureurs de bois qui étaient sur des distances inimaginables en disant, mais là, tu n'as pas eu ton permis de traite, tu ne peux pas traiter la fourrure. De quoi tu parles, toi? Je m'en vais dans le fond du bois, je déjoue les flèches iroquoises, j'ai déjoué les rapides, j'ai déjoué l'hiver, la famine, les maladies. Je reviens esti, avec un canot de Rabasca, puis tu vas me faire chier parce que j'ai pas mon permis. Fuck you, je vais aller les vendre aux Anglais. Tu sais. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des colons. Puis même si C'est ça, en première, on ouais, l'était ouais. à la base des colons, puis il n'y a rien de déshonorant là-dedans. Non. Puis justement, l'histoire du Québec, elle est partagée entre les colons à l'ombre du clocher, qui était la bonne façon d'être Canadien-Français à l'époque, et le coureur de bois qui, lui, veut partir à l'aventure, veut être libre, veut avoir du fun avec les Autochtones dans le bois. Et je pense que la figure du Québécois, elle est basée là-dessus. On est à la fois attaché au territoire du Québec et à la fois, on a le goût de l'Amérique. Tu sais, quand on s'en va sur la route 66 ou à Old Orchard ou en Floride, il y a une grande partie de l'élite québécoise qui méprise les Québécois, notamment en Floride, ni de Quétaine. Mais on est en train de reprendre pied sur un continent qui a toujours été le nôtre, dans le fond, à l'époque où il n'y avait pas de frontières. Ben oui, c'est absolument vrai. Puis quand on regarde les cartes de la Nouvelle-France, jusqu'où ça s'étendait, j'ai l'impression que ça nous donne le vertige. Mais J'ai l'impression mais je te parle de complexe depuis tantôt, parce que Puis, j'ai l'impression qu'on se dit, ça se peut pas que ça nous appartenait, mais, ça. ben, Ça se peut pas qu'on avait pied à terre là-bas. ouais. Ça se peut pas qu'on était jusque-là. Puis tu sais, le territoire, non seulement est absolument vertigineux, tu le dis bien, mais avec des moyens de transport. Tu sais, moi, je suis allé à Victoria la semaine passée, là, en Colombie-Britannique. J'ai trouvé ça long en avion. Mais une seule raquette pas en canot, comment c'était long de faire ça? Les gars l'ont fait. Ils sont allés jusqu'à Victoria, ils sont allés, ils ont passé Rocheuse. Les lavéranderies ont été, contrairement à ce que les Américains pensent avec Lewis et Clark, les lavéranderies ont découvert les Rocheuses au moins 30 ans avant Lewis et Clark, qui était encore une fois guidé par Toussaint Charbonneau, qui est un gars qui est né à Rimouski. C'est quand même incroyable. Tout ça effectivement, donne le vertige. Non seulement à cause de la grandeur du territoire, qui est déjà en auto incroyablement long,
Et là, tu te dis, moi, mes autres faisaient ça en canot, en raquette, en traîneau à chien. C'est comme respect. Respect. Ben oui, eux, ils ont fait. Tu peux pas dire qu'il fait fret au Québec puis te plaindre qu'il y a de la neige quand tu as vu ce que Radisson faisait. Tu sais. Je veux dire, tu peux pas faire ça. Puis c'est ça qu'on dit dans la chanson des géants. Tu sais. Allons-nous mourir en nain quand nous sommes nés géants? Je veux dire, arrête de moumouner parce que tu n'as pas de démarreur à distance pour aller chercher ta bière au dépanneur. Je veux dire, les gars partaient. Radisson, il raconte dans ses mémoires, à un moment donné, il était à Bay James en hiver, il faut qu'il aille au lac Nipissing, en Ontario. Puis là, il dit, mais là, il part tout seul, premièrement. Il y a un poignard puis une hache. Probablement qu'il y a un briquet pour faire du feu. Il n'y a pas de pack-sac, il n'y a pas de Gore-Tex, il n'y a pas de GPS. Il part. Avec les étoiles, en raquette. Là, il raconte, il dit, hier, j'ai pogné un corbeau avec ma hache, j'ai mangé du corbeau. Bon, c'est pas exactement du Saint-Hubert. Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas de corbeau, fait que je n'ai pas mangé. Mais le gars, il fait quand même 14 heures de marche de raquette par jour. Je veux dire, puis lui, il te raconte ça pas en disant, je suis bon, là. Il te raconte ça comme, je t'ai arrêté de mettre du gaz à Trois-Rivières en m'en allant à Québec. Tu sais, c'est comme, pour eux autres, c'était normal de faire ça. Alors, moi, là, se plaindre de l'hiver au Québec, là, ça suffit, là. C'est comme crier après les nuages, là. Va-t'en du Québec. Tu ne gagneras jamais contre l'hiver. Parle-en à Napoléon. Ah oui. Mais tu sais, là, peut-être que j'extrapole, mais des fois, j'ai l'impression qu'on n'assume pas la responsabilité. C'est un mot, tantôt, on avait de la difficulté peut-être à le placer à la bonne place, mais là, cette fois-ci, je pense qu'il est à la place qui lui revient. Quand tu lis le testament de Delorimier, puis il dit à ses enfants, je pars la conscience tranquille parce que le crime de votre père, c'est celui de son irréussite, mais vous allez accomplir ce que j'ai pas réussi à faire. Lui, il part en se disant, ça va être fait, puis c'est toujours pas fait. Ouais. On a des Radissons qui racontent leur vie, puis c'est pas pour se vanter, mais c'est peut-être pour dire, tu sais, on est de même. Fait qu'on n'a pas le droit de regarder ça de haut ou de ne pas le regarder. Ouais, c'est ça. Peut-être que, non, mais c'est pour là que je te dis, peut-être qu'on extrapole parce que notre responsabilité, si on n'a pas le courage qu'ils ont eu, c'est au moins de savoir qu'il y en a eu qui Ouais. ont eu du courage. Ouais. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je pense comme toi là-dessus. Mais toi, tu es prof d'histoire, donc forcément, tu as les deux pieds dedans. Non, je ne suis pas prof d'histoire. J'ai déjà enseigné Tu as l'histoire. déjà enseigné l'histoire. Oui. C'est bien la preuve que notre système d'éducation est mal en point, c'est qu'il n'y a plus d'enseignants qualifiés. Tu devais être très bon, ceci dit, en histoire. Mais après ça, est-ce qu'on a une moi, je pense qu'on. Personnellement, je pense qu'on a une responsabilité, mais on a surtout la responsabilité de bien l'enseigner aux jeunes, premièrement. Puis pour moi, ça part du plaisir. Tu sais, c'est comme nous, tout ce qui touche à la langue, à l'histoire, pour nous, ça part du plaisir. L'album s'appelait, le premier album, Manifestif. C'est un manifeste politique, certainement, mais festif. Il faut que ça soit plaisant. Puis avec l'histoire, on en a parlé tantôt, mais des portes d'entrée avec des personnages, souvent des gagnants aussi, pas juste des perdants sympathiques. Les Patriotes, La Conquête, René Lévesque, tu sais, d'Iberville, Radisson, c'est pas des perdants, puis ils sont pas sympathiques même aussi, tu sais. On a le droit, tu sais, l'histoire américaine est remplie de conquérants sanguinaires, là. Toutes les histoires nationales, à partir du moment où tu as une dynamique révolutionnaire, tu fais pas la révolution avec une tasse de thé sur le coin de la table. Là, non, tu sais. puis le complexe, tu sais, j'ai l'impression qu'on respecte plus un Lévesque qui était axé sur, qui était fan de compromis qu'un Parizeau, plus un Papineau qui a fait l'exil 2 fois qu'un Delorimier qui est mort sur l'échafaud. Souvent, je parle avec des fédéralistes, puis ils me disent ah, Lévesque, quel grand personnage. Ouais. Puis je dis c'est drôle, vous choisissez pas nos plus énervés. Hein? Ouais, puis c'est pas Bourgault non plus. Non, Puis non, c'est pas c'est la ça. FLQ non plus. Non, c'est ça. Euh, On n'a peut-être pas le droit de choisir quand on est nationaliste Ben, le même que notre ennemi. ouais, d'une part. D'autre part, Bon, après, Lévesque demeure un grand, puis Papineau aussi. oui, ben oui. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, parce que les révolutionnaires, là, selon qu'ils réussissent ou non leur révolution, c'est des héros nationaux ou des terroristes. Tu sais, à Cuba, les révolutionnaires cubains, ils ont leur nom puis leur visage à l'aéroport de Varadero. Sauf Fidel. Ouais, lui, c'est plus ambigu, surtout maintenant. C'est à sa demande. Hein? Puis, ouais, parce qu'il ne voulait pas avoir le culte. Mais sauf que, oui, là, tu sais, je ne m'embarquerai pas dans Cuba parce que c'est très compliqué, l'héritage de la Révolution en ce moment. Mais c'est célébré là-bas. C'est-à-dire qu'on mesure bien l'importance que ça a eu parfois de hausser le ton, alors qu'ici, Ben,
Mais parce que ça n'a pas été réussi. Ben, parce que ça n'a pas été réussi. Parce qu'à partir du moment où tu as réussi, tu passes plus ta vie à parler de ça. C'est fait. Tu te dis, bon, ben là, on regarde en avant. Tu sais. On l'a fait, c'était nécessaire. D'ailleurs, c'était nécessaire. Tout le monde l'a fait. En Amérique du Sud, tout le monde s'est décolonisé. En Afrique, tout le monde s'est décolonisé. Au Moyen-Orient, je veux dire, tout le monde s'est décolonisé. Les exceptions, là, ça se compte sur les doigts d'une main de menuisier. Là. Tu sais, les Corses, les Basques, les Écossais. Puis nous autres, tu sais. Fait que puis pourquoi on le fait pas? Ben, tu sais, le confort et l'indifférence, ça explique beaucoup de choses, à mon avis. Le proverbe gaspésien aussi, si t'es bien, reste bien. Ça vient de là, ça. Ben, j'ai ce qu'on m'a dit. Mais ça fait en sorte que. Puis de tout temps, tu sais, les pouvoirs coloniaux ont toutes sortes d'outils dans le coffre à outils pour maintenir la situation coloniale. Des fois, c'est le bâton, des fois, c'est la carotte. Puis la carotte, ben, ça vient avec des subventions aux artistes aussi, tu sais. Mhm, mhm. Hey, je veux qu'on termine ça en parlant un peu de Loco Locas. J'ai croisé il y a quelques mois déjà à la taverne au coin de ma rue Sébastien Ricard, qui était assis au bar, puis je me suis assis, puis on a commencé à prendre des bières. Puis lui aussi, il connaît l'histoire du Québec. Puis on a eu un débat sur la proclamation royale. Ah oui, Imagine-toi. Là. hein? OK, c'est Oh, niché quand même. pas mal, pas mal. Puis il a gagné l'argument haut la main. Je pense que j'avais bu un petit peu plus que lui. Ah, peut-être. Puis, on n'a pas parlé de Loco Locas, là, mais je me dis qu'avec peut-être un référendum qui s'en vient, il n'y a pas la nécessité peut-être pour Loco Locas de se reformer, faire une chanson thématique, Ouais. Ben, sais-tu... Comment ça s'est passé quand vous avez dit que c'était terminé? C'était-tu on n'en refera plus jamais? ben, tu sais, c'est qu'on. Premièrement, on est 3 dans le groupe. Alors, il faut que les 3 aient. Puis on a toujours été en mode. On fait pas ça en fonction du nombre de zéros qu'il y a sur le chèque. On fait ça parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a du plaisir à le faire. Puis en premier lieu, parce qu'on a du plaisir à être ensemble, puis à, C'est la formule, ça. à prendre la parole ensemble devant une foule. Puis comme on le fait beaucoup, euh, jusqu'à s'en écœurer pour certains, euh, ben, à un moment donné, tu te dis, puis tu veux pas, tu veux accrocher tes patins au sommet de ta gloire, là, pas faire la saison de trop. Là. Après ça, c'est sûr que le contexte politique actuel est stimulant, pour dire le moins, là, puis même en musique, puis en rap, par exemple, avec un gars comme Kinji, qui est un jeune rappeur de Gatineau d'origine portugaise, qui lui a eu une épiphanie souverainiste avec son cours d'histoire de secondaire 4, puis qui, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, faisait un spectacle à Montréal, puis la veille, le matin même, il y avait un cours au cégep, puis il prend l'autobus pour venir faire son show à Montréal. Tu sais, c'est quand même incroyable. Le gars, il a 18 ans. En fait, il se fêtait sa fête de 18 C'est ans ça. Ouais. le soir même. Fait que, tu sais, ça, qui est super stimulant d'entendre sur les réseaux. Moi, je vois beaucoup passer des jeunes qui ont des blogs, qui ont des mimes souverainistes, qui prennent conscience de ce qu'on est, de la valeur qu'on a collectivement, de par où on est passé, puis de pourquoi c'est juste normal d'avoir un pays. Puis je les écoute parler, ils parlent avec un langage qui est celui de leur génération. Ouais, Leur puis pré- le débat est fatigant autour de ça, sincèrement. Je sais pas pour toi, là, ben, mais si tu pour ou contre le franglais, moi, regarde, c'est la langue qu'ils ont choisie, puis ça va durer le moment que ça va durer ben, en aussi. tout cas, moi j'ai une opinion personnelle là-dessus, mais je ne vais jamais t'écœurer si tu veux si tu es un souverainiste dans mon équipe. Tu sais, je veux dire, on a tellement une petite équipe, on ne va pas refuser du monde sous prétexte que Ah, tu as dit cool puis je insane. pense Là. qu'on est d'accord. Et donc, c'est ça, ce contexte-là est stimulant. Euh, la question du référendum, évidemment, bon, il faut que le pays soit majoritaire, ça va de soi. Est-ce qu'il va en avoir un aussi? Ça, c'est une autre Et la chose. question que je te pose, en fait, c'est est-ce que c'est. Parce que là, tu dis, c'est sûr que le contexte, c'est le contexte. Ça pourrait peut-être nous ramener. Est-ce que vous êtes reparlé de ça? Ben moi, tu vois, je vois moins Shafik. Parce que Shafik, on l'a connu par la musique. C'est devenu un ami parce qu'on avait un projet musical ensemble. Alors que Batlam, lui, c'est un ami de Québec avec qui j'ai eu un projet. Donc, notre amitié survit au projet, si on peut dire. On en a reparlé, moi puis Batlam. Sébastien Ricard. Exact, Ricard. Mais je sais pas. Moi, j'ai envie de dire aussi,
nos bras meurtris vous tendent le micro, tu sais, aux plus jeunes, tu sais. Mhm. Nous, on l'a fait. Les tunes, on les a faites. Ils marchent encore, d'ailleurs, ces tunes-là, Ben oui. malheureusement. Tu sais, puisqu'on a dit à partir du constat linguistique du Québec, là, langage-toi, mal à ma langue, on a écrit ça il y a 25 ans, ça marche encore. Là. C'est ça la beauté avec la musique, c'est que tu me dis, ah, faites-vous quelque chose? Ben, regarde, pèse sur play, là. Tout ce que j'ai à dire, c'est là. Ça marche encore. Maintenant, si tu me dis, il y a un show pour le oui, nanana, veux-tu prendre la parole? Veux-tu monter sur scène? Là, je vous ai vu à la Saint-Jean il y a quelques années à Montréal. C'était pas au Parc Maisonneuve, c'était à la Place des Ouais. Arts. Puis, C'était une toune non, surprise. non, mais est-ce que tu as mesuré à quel point ça a fait quelque chose aux gens? C'est-à-dire que moi, j'étais dans la foule, là, Ouais, puis le spectacle se déroulait bien. rondement, ouais. Ouais, mais bien, mais tu sais, je te dirais, regarde, c'est une critique personnelle, tu n'as pas besoin de commenter, mais moi, je veux dire, ça ne levait pas tant que ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il se passe, regarde, les tunes se succédaient et Ouais. vous êtes arrivés et wow, on s'est fait, oh mon Dieu, OK, c'est vrai, wow, OK, ça. Puis vous avez brassé la foule, puis on dirait que c'est pour ça que j'ai commencé tantôt en précisant que je ne voulais pas te vexer, c'était une autre époque. Ouais. Puis vous êtes arrivé avec les jeunes diraient, une vieille vibe, tu sais, une Ouais. vieille vibe, mais une vibe qui, ça frappait fort. Ouais. Vous avez une responsabilité. Ouais. Mais je me souviens de ce spectacle-là, puis moi, ça m'a fait très plaisir. Puis je me suis rappelé, j'ai savouré c'était une toune. Mhm. Donc, j'ai savouré chaque seconde du moment sur scène parce que je me suis rappelé combien j'avais eu de plaisir à faire ça dans les Saint-Jean, mais aussi à Amos, à Gatineau, à Rimouski, à Sept-Îles, parce que ça a tellement été un privilège de parcourir le Québec, de parler aux gens, de recevoir ce que les gens avaient à nous dire. Tu sais, mine de rien, nous, on a une connaissance empirique du Québec. Là. Il y a plein de politiciens qui couperaient le petit doigt pour avoir ce contact-là qu'on a avec les gens. Là. Moi, je vais partout au Québec. Là. Je suis partout chez moi au Québec. Je me sens partout chez moi. Puis c'est ce sentiment-là, pour moi, c'est la musique qui a permis ça. Alors, est-ce qu'on pourrait remonter sur scène pour un référendum ou célébrer une Coupe Stanley des Canadiens Ben avec oui. le but? Tu sais, tant qu'on est les trois vivants, ça demeure possible. Est-ce que c'est probable? Je pense pas, mais ça demeure possible. Puis OK. je pourrais jamais dire non, c'est fini, jamais, jamais. Parce que c'était supposé d'être fini. Ils nous ont demandé, voulez-vous venir faire une tourne surprise? Pas de promo. Pierre-Yves Laure, qui faisait la présentation, il n'a même pas nommé notre nom. Ça, c'est la plus belle présentation qu'on a jamais eue. Il parlait de nous. Ouais, c'est ça. Il n'a pas nommé le nom. Puis plus ça allait, plus les gens comprenaient qu'est-ce qui allait s'en venir. Tu sais. Quel bel honneur. Tu sais. Fait que, je sais pas. Je peux pas le savoir. Je peux pas te dire. Mais c'est sûr que moi, puis probablement Batlam aussi, puis même Shafik aussi, on est des soldats de l'indépendance. Tu sais. Fait que si jamais il y a une bataille, ça se peut qu'on remette l'armure. Tu sais. En tout cas, moi, je vois pas comment je pourrais rester sur les lignes de côté. Par contre, il faut s'assurer d'être le plus pertinent possible. Tu sais. Si, moi, je veux bien aller à la guerre, mais mets-moi à la place où je suis le plus efficace. Tu sais. Ouais, puis si il est bien question d'une guerre, peut-être que c'est la plus sage des postures que celle que tu prends, c'est-à-dire de ne pas montrer tes cartes d'avance. Peut-être que tu Ouais. es la carte C'est cachée ça. finalement Un de la parachute, un prochaine. petit commando, un Ouais. parachute, là, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Biz. Ça m'a fait plaisir, Rémi. Je suis vraiment content de savoir qu'il y a des jeunes, notamment issus de l'immigration, qui peuvent des fois arriver en classe un matin, puis leur prof leur dit, il y a ce qui est spécial aujourd'hui, ce qui va se passer, allez vous asseoir, puis OK, pas de cours, puis c'est toi qui arrives, Ouais, peut-être pour leur donner une c'est un conférence. grand privilège. C'est un grand privilège. Puis à chaque fois, j'ai des bonnes réactions d'aller voir les jeunes et tout. Puis le livre qu'on a fait, Nos géantes, nos géants, pour eux autres, justement, avec des illustrations, des textes assez simples qui leur présentent des grands personnages. Les profs adorent ça parce que c'est comme, bon, OK, là, on a quelque chose, on a une prise. Puis rappelez-vous, quand je vous ai parlé de ça, ben Biz en avait parlé de ça. On tape sur le même clou que les profs, mais avec un autre marteau, mettons. Merci. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Si vous voulez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, il y a 2 façons de procéder. Vous pouvez vous abonner sur Patreon. Le lien est dans la description. Sinon, il y a YouTube. En fait, vous allez sur Se joindre, rejoindre, vous pesez là-dessus. Ça vous donne aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. Merci. À mardi prochain.